Ryuga, depuis la victoire de Chelsea contre le PSG, ne penses-tu pas que Chelsea a donné la voix aux autres équipes et notamment à certaines équipes de Ligue 1 pour pouvoir mettre en difficulté le PSG? Et penses-tu que Luis Enrique changera son système de jeu en cours de saison en Ligue des Champions? Alors, je pense que Chelsea n'a donné aucune idée à personne parce que c'est la photographie d'un match très ponctuel où le PSG était exsangue. Voilà, je pense que le PSG était cuit physiquement. Et je rappelle quand même à toutes fins utiles que Chelsea a joué 10 matchs de moins que le PSG la saison dernière. Et aussi a eu un tableau beaucoup plus commode que celui du PSG dans cette Coupe du Monde, qui a dû quand même se taper l'Atlético Madrid, le Bayern, le Real. Voilà, c'est comme des matchs où tu perds de l'énergie. Donc je pense qu'il y a déjà ce phénomène qui fait que... Excusez-moi, je suis un peu perturbé par les bruits et je suis vraiment désolé. Je pense pas que Luis Enrique soit un entraîneur à surprise. Je pense que c'est un entraîneur qui définit une tactique et que tant que cette tactique fonctionne, il n'en changera pas. Je pense honnêtement que il n'y a pas une équipe en France qui est capable d'imposer au PSG le pressing et la puissance du milieu qu'avait Chelsea. Donc non, je suis pas très inquiet à ce niveau-là. Daxter Killer. Je me demandais si le Qatar vendait le PSG, plus peu probable vu le prix, cela affaiblirait la Ligue 1, mais lui permettrait aussi d'être plus équilibré, ou au contraire, cela obligerait une équipe à prendre le leadership en termes de visibilité, et si oui, laquelle serait-elle selon toi? Monaco et Marseille, me semblent les équipes les mieux placées. Ce serait plus équilibré, mais quel intérêt? Quel intérêt? Je veux dire, à un moment donné, il y a plusieurs facteurs dans le football. Il y a effectivement le suspense du championnat, et puis il y a les résultats européens. Et il est évident que si le Qatar se retirait du PSG et que le PSG n'était pas racheté par des propriétaires de la dimension du Qatar, ce qui me paraît d'ailleurs impossible, vu que si le Qatar vend, ils vont vendre ça des milliards et que forcément les gens qui rachèteront ce club-là seront richissimes. Pas certain, contrairement à ce que beaucoup croient, que ce serait une très bonne nouvelle pour le football français. LFJ 87. L'avenir de Donnarumma semble s'éloigner inexorablement de celui du PSG, la rupture provenant d'un désaccord salarial, et ce malgré une légère augmentation proposée alors que Donna est déjà le 4e gardien le mieux payé d'Europe. Offre insuffisante selon lui. Arrives-tu à comprendre cet entêtement suicidaire de sa part, sachant qu'aucun autre club européen ne lui donnera un meilleur salaire qu'à Paris? C'est le jeu des négociations. Donnarumma est un élément extrêmement important dans la quête de la Coupe d'Europe du PSG. Il a été décisif contre Liverpool, contre Arsenal, contre Aston Villa. Donc il a envie de récolter les fruits. Alors effectivement, on pourrait lui faire remarquer que le PSG lui a pas baissé son salaire lorsqu'il a fait boulette sur boulette les saisons d'avant. Voilà, on ne sait pas vraiment quel est le vrai niveau de Donnarumma, celui des boulettes ou celui exceptionnel de cette saison. C'est une discussion salariale. Après, le PSG semble vouloir éviter à tout prix que le joueur quitte le club libre, mais je suis désolé. Alors donc dans ce cas-là, si t'as jamais un joueur qui part libre, à quoi ça sert de signer des contrats? Donc voilà, je pense que la jurisprudence Mbappé joue à plein dans cette histoire aussi. Rod Jackie. Une rumeur envoie Neymar à l'OM, je n'y crois pas trop perso, mais toi qui aimes le joueur, est-ce que tu signerais pour un retour de Neymar en Ligue 1, même à l'OM, même à son âge et sa condition physique précaire? Oui, j'y crois pas un seul instant. C'est vrai qu'à titre perso, j'adorerais revoir Neymar en France. Il n'est même pas question que ce soit même à l'OM. De toute façon, c'est un joueur qui ne peut pas jouer je suis sûr qu'il va pas aller à Rennes ou à Strasbourg ou à Toulouse. J'y crois pas un instant, mais si ça devait se produire, j'adorerais ça. Arkman07, quel regard portez-vous sur le fait que Sinner réembauche son préparateur physique renvoyé suite à l'affaire de dopage de mars 2024, alors que dans le cyclisme, ça aurait probablement fait polémique? Se moque-t-il de nous? J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Comme j'ai pas vraiment d'avis sur cette histoire de dopage de Sinner, est-ce qu'il était vraiment dopé? Est-ce qu'il a vraiment pris ça
volontairement. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que la différence de traitement qu'il a reçue par rapport à une Simona Alep qui, elle, a été foudroyée pour un test positif aussi et qui s'est fait dégager sans le moindre ménagement. Tout ce que je sais, c'est que la domination de Sinner me semble aujourd'hui totale sur le circuit. Et je pense que en plus le fait d'avoir battu Alcaraz en finale de Wimbledon va lui donner encore plus de force. Et voilà. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'il se fasse rechoper par la patrouille, quoi. Francky B. As-tu eu des nouvelles de Dimitri Liénard depuis qu'il a pris sa retraite et crois-tu qu'il reviendra dans le stade strasbourgeois un jour? La dernière fois que j'ai vu Dimitri Liénard, c'est quand il a été à l'inauguration de l'immense buvette qui a été créée à la Méno, le 90+4, en hommage à son coup franc décisif contre Lyon il y a quelques années, qui avait scellé le maintien du club en Ligue 1. Sinon, j'ai pas de nouvelles. Qui reviennent dans le stade strasbourgeois, ça me paraît aujourd'hui très compliqué. Surtout avec un Rossignol avec qui pour moi il a aucune affinité. Alex Nissa du 06, le voilà. Nice jouera Benfica au 3e tour préliminaire de C1 si le mercato niçois ne pousse pas l'optimisme. Cependant, le fait que Benfica ait terminé tardivement sa saison et la perte de joueurs comme Carreras, Coscu et Di Maria donne-t-il des raisons d'y croire à Nice? C'est vrai que le mercato de Nice, pour une équipe qui est qualifiée pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, il est un peu flippant. Il est un peu flippant de manque d'ambition, de frilosité. Mais c'est vrai aussi que d'un autre côté, comme tu le dis, Benfica a beaucoup perdu. Maintenant, il faudra voir. J'avoue que je sais pas, mais que je suis pas très optimiste pour Nice, ni pour ce tour préliminaire, ni d'ailleurs trop pour la suite du championnat. Alex Nissa du 06. Monaco a trouvé son gardien avec Luka Hradecky de Leverkusen. Partages-tu mes doutes sur ce choix de gardien, tant j'ai toujours trouvé Hradecky très moyen comme gardien? Il fait beaucoup d'erreurs. En plus, il a déjà 35 ans. Il n'incarne pas l'avenir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un choix extrêmement étonnant. Alors que longtemps, on a entendu, moi j'ai même cru que Petrovic, qui était à Strasbourg, allait signer à Monaco. Puis il y a eu la rumeur Ter Stegen. Bon, Ter Stegen, il est blessé au dos maintenant, donc c'est sûr que ce sera pas lui. Mais je trouve ça très décevant de finir avec Hradecky, qui est effectivement un gardien très moyen. Et qui en plus a 35 ans, t'as l'impression qu'ils le font un peu exprès, les monégasques, de toujours prendre des gardiens. Et je voudrais pas que Hradecky vienne se mettre au niveau de Majeki et de Kohn, quoi. Donc oui, c'est extrêmement décevant et inquiétant. Et d'une manière générale, ce recrutement monégasque uniquement fait de Paris, un peu, voire très risqué, m'incite pas à un optimisme fou non plus. Touch écramé. Quelle est la chose la plus folle que tu as faite par amour? Et non, es-tu dans la catégorie romantique ou pas du tout? Oui, je crois être dans la catégorie romantique. La chose la plus folle que j'ai faite par amour, c'est me mettre avec quelqu'un qui habitait à 450 km de moi, puisque quand je me suis mis avec Mélissa, elle habitait Nantes et moi j'habitais Paris. Et puis finalement, je lui ai demandé de venir me rejoindre, elle est venue vivre avec moi à Paris. Alors, je suis bien d'accord avec vous, c'est pas dingue comme anecdote, mais je pense pas avoir fait un truc plus fou que ça. Keke Town. Je sais que tu n'es pas particulièrement attaché au maillot, mais on a vu une demi-finale féminine entre l'Angleterre qui joue en noir et l'Italie en vert fluo. Est-ce que ce genre de choses te dérange? Ça me dérange parce que l'Italie aurait pu jouer avec son maillot bleu et l'Angleterre avec son maillot blanc. Donc c'était vrai. C'est vraiment changé pour changer. J'ai trouvé le maillot de l'Italie particulièrement moche. Après, c'est vrai que c'est pas un débat. Enfin, j'ai quand même des goûts, hein. Je veux dire, il y a des maillots que je trouve moches. Par exemple, je trouve le nouveau de Marseille totalement sans intérêt. Le maillot de Strasbourg tristement
est systématiquement toujours le même. Mais bon, voilà. Ouais, je suis pas, j'étais pas fan de ses choix de maillot, non, c'est vrai. Alex Nissa du 06, le Belge Mike Penders pourrait devenir le prochain gardien du Racing Club de Strasbourg. Est-ce que tu as pris des renseignements sur le gardien? Si oui, qu'en penses-tu? Bah là, on était avec Radecki qui a 35 ans. Là, Penders, il en a 19. Donc, on passe d'un extrême à l'autre. A priori, il est présenté comme le nouveau phénomène au poste de gardien. 19 ans, ce gardien belge. A priori, il arrive aussi aujourd'hui au stage en Autriche avec le Racing. De toute façon, il a très vite été acquis que Chelsea prêterait un nouveau gardien après Petrovic, le triomphe Petrovic la saison dernière. Il faut voir. Un gardien de 19 ans, c'est toujours un risque. Et l'autre risque, c'est qu'il arrive derrière un phénomène total, parce que Petrovic, encore une fois, a été pour moi le meilleur gardien de la Ligue 1 sur les matchs retour. Geoffrey Gagneur, si un Français venait à pouvoir gagner le Tour de France, y jeteriez-vous un œil quand même? Non. Non, parce que je suis suffisamment vieux pour avoir vu ou avoir su que Bernard Hinault gagnait les Tours de France, et même Laurent Fignon, qui était de Lagny comme moi à une époque. Et non, ça m'intéresse pas, je vous dise. Yvous, j'ai beaucoup aimé ta petite vidéo sur le déferlement de haine dans le foot. Comment est-on arrivé aux supporters rois avec tous ces caprices? Quels sont les mécanismes et les erreurs des clubs qui ont fait que les supporters se croient actionnaires majoritaires? Où c'est un vaste débat. Je pense que la porte de Pandore, elle a quand même été un petit peu ouverte par Bernard Tapie, qui a un peu acheté la paix sociale et le soutien total et entier du Vélodrome avec sa manière qu'il avait de fonctionner avec les supporters marseillais, c'est le fait que les associations de supporters marseillais revendent eux-mêmes leurs abonnements en prenant un petit bac chiche au passage, faut pas déconner non plus. Et du coup, c'est vrai que quelque part, tous les supporters veulent s'inspirer de la puissance et de la grandeur marseillaise à ce niveau-là. Et que moi, je suis toujours extrêmement choqué quand je vois des supporters qui la ramènent sur des sujets qui ne les regardent pas, quoi. Je veux dire que si le Stade Rennais décide de prendre Rongier et Merlin, c'est pas parce qu'il y a trois crétins qui vont gémir et hurler à la trahison ou oh là là, il a dit il y a 7 ans qu'il détestait Rennes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, sérieux? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est assez curieux on dit régulièrement que la France n'est pas un pays de foot, et malgré ça, les supporters en France, ils veulent tout régenter sans trop casquer. Hein. Alors si, bien sûr, ils prennent leur week-end pour aller suivre les équipes en déplacement, et ça, évidemment, on peut que les remercier et les féliciter pour ça, mais malheureusement, ça ne donne pas tous les droits, à commencer par celui de diriger les clubs.